je pense juste, avant de venir aux questions les plus fortes, d'abord, merci d'avoir rappelé ce qui se passe dans le RIF. Hein. Mediapart, comme vous l'avez dit vous-même, on est ceux qui essayons au moins de couvrir ça, de raconter ça. Je retrouvais, là, je voulais vous signaler, en juin dernier, il y a deux historiennes qui, à Mediapart, font des contributions, Laurence Decoq et Mathilde Larère, et elles ont fait toute une vidéo sur les rébellions du RIF d'hier à aujourd'hui, hein, pour mettre en perspective, parce que le RIF, c'est une très longue histoire, et qui fait écho à ce que disait monsieur sur la question coloniale, parce que le RIF, il y a une tradition de révolte, une tradition d'autonomie, de dignité aussi, et la guerre du RIF a été un des premiers moments de vraie mobilisation sur la question coloniale en France dans les années 20. Je rappelle que pendant cette guerre du RIF, par rapport à tout ça, encore une fois, ce que je vais dire encore une fois, n'est pas pour minimiser aucunement toutes les horreurs qu'on a vues faites par l'État islamique, mais je rappelle pour dire combien aucune civilisation, aucune origine, aucune culture n'est protégée par du basculement dans la barbarie. Pendant la guerre du RIF, beaucoup de photos en témoignent, les troupes françaises aimaient beaucoup couper des têtes et montrer les têtes coupées des rebelles du RIF qu'elles affichaient. Donc le RIF, derrière cette question, il n'y a pas seulement cette question d'une insuffisance médiatique en France, prise de conscience, mais il y a cette question de la grande déception un petit peu par rapport à la succession qu'il y a eu au Maroc et de me dit-on, donc, et de M6, comme on dit, et du poids du Marzen, et du poids de contrôle de l'économie par le cœur de la monarchie. Petit rappel au passage, parce que c'est une pédagogie que j'aime bien faire. Notre langue est pleine d'immigrés, vous le savez, on a fait la blague sur Paraguiné tout à l'heure. Quand vous achetez un magazine, quand vous allez au magasin, vous savez d'où ça vient? Marzen. Le cœur de la richesse et de la puissance, c'est un des multiples, et il y en a nombreux mots arabes qui sont dans notre langue. Ça, c'est sur le RIF. Deuxièmement, monsieur a posé une question sur les libertés. Cette annonce d'un projet de loi sur les fake news de la part du président de la République, ma position est très simple là-dessus, j'attends de voir, mais je me méfie toujours quand un pouvoir exécutif, un pouvoir politique prétend lui-même contrôler a priori la liberté. Le régime de la liberté, c'est un régime où on rend compte de ce que l'on dit, de ce que l'on écrit a posteriori. Ce n'est pas le régime de l'autorisation ou de l'interdiction préalable. Donc, même si, pour en faire les frais moi-même, je vois bien comment il y a toute bataille à mener par rapport au n'importe quoi que peut produire le n'importe qui démocratique des réseaux sociaux, pour moi, la vraie bataille, c'est d'obliger à ce que l'on puisse identifier les personnes, à ce qu'elles puissent rendre compte de ce qu'elles ont dit, si elles ont blessé, comme pour la diffamation, comme pour le fait d'identifier l'auteur d'un article. Mais je me méfie encore une fois, où pour les meilleurs arguments du monde, un pouvoir politique commence à dire « je vais moi-même décider ce qui est dissible ou ce qui n'est pas dissible ». Troisièmement, sur ce qui a été dit sur la colonisation, à Mediapart, on l'a dit depuis longtemps, moi, vous savez, c'est une formule formidable qu'avait employée l'Afrique du Sud à la libération de Mandela, et qui a été d'ailleurs une justice originale pour quand même l'apartheid a été une histoire terrible, et pour que ce ne soit pas la guerre de tous contre tous, ils avaient inventé certes la justice passait, mais indépendamment de la justice, il y avait en plus vérité, réconciliation, où on venait dire ces crimes, y compris les crimes faits par les résistants de l'apartheid. Car l'ANC, parfois, a tué des gens, et parfois a même fait au-delà de crimes contre un ennemi, a fait, y compris des violences illégitimes. Et donc, il y a eu ce moment de catharsis, et pour moi, nous devons passer en France par un moment vérité et réconciliation. Vérité des mémoires
vérité de l'histoire et réconciliation des mémoires. Nous dire toutes les choses, les regarder en face. Par exemple, vous savez, c'est très peu de gens, et je vois que sur une émission, là, on n'est pas couché, un des chroniqueurs était inculte de ce point de vue, dit mais on ne peut pas dire que la colonisation c'est un crime contre l'humanité, c'est une notion récente. Il oublie que quand la Révolution française vote l'abolition de l'esclavage, que va rétablir le grand ennemi des libertés que sera Napoléon Ier, vous le savez, eh bien, elle fait un jour l'abolition de l'esclavage, et c'est un acte par rapport pas seulement à la domination d'une part de l'humanité mise en servitude, c'est la question coloniale qui est derrière. Périssent les colonies plutôt qu'un principe. Hein. Et derrière, il faut se rappeler que quand je dis morale de conviction, éthique de conviction, éthique de responsabilité, les arguments, y compris chez les révolutionnaires de 89 par rapport à la colonisation et à l'esclavage, pesaient leur poids d'argent. Vous savez quel était le poids dans le commerce extérieur de la France de Saint-Domingue, Haïti aujourd'hui? Plus d'un tiers au moment de la Révolution française. C'était un cœur du dit, c'est comme l'industrie du luxe, on parle de LVMH, mais elle était là-bas, hein, entre la canne, entre le sucre, entre l'alcool, le rhum, c'était les épices, etc. Et c'était un cœur de richesse, c'est un Nantais qui vous parle, hein, ça a fait la fortune de Nantes. Et donc, pourquoi je vous dis ça? C'est que la Révolution française, c'est peu connu. Donc près de 150 ans avant Nuremberg. Elle fait le deuxième ou troisième jour de ces débats et voter, comme toujours dans les assemblées révolutionnaires, il se passe des choses et tout, mais quelque chose qui est une projection, il est voté que l'esclavage, mais qui, je le rappelle, est indissociable, comme ensuite la servitude, le code de l'indigénat, du préjugé colonial. Il y a une civilisation qui a le droit de dominer une autre. Hein. C'est ça qui est au cœur de coloniser un peuple. Eh bien, il vote le fait que l'esclavage est un crime de lèse-humanité. De lèse-humanité. C'est l'expression de la Révolution française. C'est un moment trop peu connu. Donc, il nous faudrait cette opération vérité-réconciliation. Macron, on parlait tout à l'heure, avait fait des promesses là-dessus, d'un voyage à Alger. Je ne les vois pas suivre pour l'instant. Et je pense qu'on a vraiment besoin de ce moment-là, y compris, comment dire, pour apaiser, madame posait des virulences, des méconnaissances, des ignorances, des grandes ignorances de l'autre, de son histoire, de sa diversité. Je veux dire, moi, je parle de ça parce que j'ai la chance d'avoir grandi à la Martinique et ensuite en Algérie. C'est mon pays d'enfance jusqu'à 10 ans et la Martinique, et c'est la longue durée, c'est les plus anciennes colonies françaises, et ensuite c'était l'Algérie après l'indépendance jusqu'à l'âge de 18 ans. Donc bon, voilà, moi c'est mon histoire, et qui fait que, voilà, j'ai connu bon, toute une diversité qui fait partie de moi, et que je crois être présente, voilà, entre nous, et qui est importante. Enfin, sur toutes les questions un peu lourdes qui ont été posées, sur l'Europe, c'est pas que je veux faire joker, l'Europe, notre ami d'abord est un bien meilleur spécialiste de l'Europe que moi, en tant que confrère, c'est vraiment sa compétence, mais comme sur cette question, comme sur plein d'autres, nous sommes devant, et pour un Européen convaincu, c'est-à-dire quelqu'un qui pense qu'on ne peut pas construire un avenir, et ça ne veut pas dire nier sa nation, je suis profondément un patriote, mais je pense qu'il n'y a dans notre monde que d'internations. Hein. C'est ce que je disais sur l'internationalisme. Et que pour faire face aux défis d'un monde global, total, imbriqué, eh bien, il faut le faire face à plusieurs. La façon dont l'Europe, à la fois, marche sur la tête en ayant mis la logique financière et économique au cœur, et non pas la logique politique, à la fois dont l'élargissement a été fait avec une nation, une voix, de façon très précipitée, comme une sorte de quelque chose qui a grossi à toute vitesse, sans maîtrise des équilibres internes. La façon dont il y a cette opacité interne qu'a révélé l'épisode du ministre de l'économie grec sur l'Eurogroupe, sur la question du contrôle de la monnaie, et où ce n'est pas très démocratique. Et tout ça est terrible, parce que tout ça, ces impuissances européennes, amènent,
y compris dans une part de notre jeunesse, on l'a vu, amène évidemment à l'idée du raccourci national. À l'idée, ce sera plus simple si on retrouve, et on voit bien comment ça marche, l'idée que l'espace géopolitique, les frontières, l'espace économique, l'espace de la souveraineté, l'espace politique, que tout ça fonctionne ensemble, et que si tout ça fonctionnerait ensemble, on aurait moins de problèmes. Je pense que nous aurions les mêmes problèmes, et en même temps que nous aurions les mêmes problèmes, nous aurions des forces très régressives, celles qui, depuis des années, commencent à nous parler d'identité nationale au singulier, d'identité close, d'identité fermée, qui sont du côté de ce repli identitaire. Deux ultimes réponses, l'une sur le cœur du débat et l'autre sur Charlie. Sur le cœur du débat, c'est tout simple. Moi, ce que j'essaye de dire, c'est que nous ne pouvons pas avancer devant nous en étant dans des logiques de bouc émissaire. Les propos que vous avez tenus, qui sont simplificateurs, les propos qui n'oublient qu'il y a des individus, qu'il y a des hommes, des femmes divers, variés, qui globalisent, qui prennent en bloc, qui sont un peu conspirationnistes, comme si c'est eux qui allaient nous voler notre richesse et que nous allions leur faire perdre leur richesse. Je ne cherche pas à vous convaincre, je réponds à la foule qui est là, puisque j'ai bien compris que vous étiez là avec vos convictions partisanes. Je ne sais pas de quel courant, je suppose que vous êtes de ces courants politiques que dans ma jeunesse on appelait un peu rouge-brun, hein, c'est-à-dire qui allie certains extrêmes improbables en rompant justement avec ces solidarités internationalistes et fraternelles qui pour moi sont au cœur du combat de l'émancipation. Alors j'en viens à Charlie. Monsieur, je ne vais pas prendre le temps de revenir sur toute la polémique. Je me suis expliqué, j'ai dit que j'étais loin, que j'avais surréagi, je le dis tout simplement. Il ne peut pas y avoir de guerre entre deux journaux indépendants. Le pluralisme de la presse est essentiel, et il ne peut encore moins y avoir de guerre entre deux journaux indépendants quand l'un d'eux a payé le prix le plus cher pour cette indépendance, qui est le prix du sang. S'il y avait une guerre, elle ne ferait que le jeu des ennemis de la liberté de la presse. Et nous l'avons bien vu. Nous l'avons bien vu quand, au final, et maintenant il boxe tout seul avec ses amis du printemps républicain, dans le vide, en parlant même de plénélisation des esprits, j'ai vu ça, quand M. Valls a dit qu'il fallait que Mediapart rende gorge, et il fallait nous sortir de l'espace public. Qu'un ancien Premier ministre viole le principe de pluralisme de la presse, qui est un principe constitutionnel. Manuel Valls a tout à fait le droit de ne pas aimer Mediapart, de ne pas vouloir le lire, de le critiquer, mais il n'a pas le droit de demander qu'on nous interdise. Et il a encore moins ce droit quand il prend en otage le martyre de ceux qui, justement, sont morts au nom de cette liberté. Je termine juste. Vous savez, dans cette histoire, et on rejoint ce que je dis toujours sur les discriminations, chaque époque, et c'est le piège, parce qu'on le sait bien, qu'est-ce que ça veut dire choisir un bouc émissaire principal, c'est oublier les vraies questions. Oublier les questions sociales, les questions démocratiques, le fait qu'on ne se pose pas comment tu es, est-ce que tu as un foulard ou pas, est-ce que tu vas à la mosquée ou à l'église ou au temple maçonnique ou nulle part, on se dit qu'est-ce qu'on fait ensemble? Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Qu'est-ce qu'on fait ensemble dans l'entreprise où on travaille, dans le quartier où on habite? Qu'est-ce qu'on fait? Les mains qui se tournent, les solidarités. Et c'est la réponse à madame. Pour moi, je sais bien que nous sommes tous dans ce moment de trouble où on n'a pas ni de programme tout cuit, ni de formation politique, etc. Mais en même temps, je pense qu'il y a un très profond dynamisme dans notre société. Et je pense que c'est de là. Et les échéances prochaines sont intéressantes puisque c'est à la fois les européennes, quel enjeu on veut mettre à l'agenda européen, et les municipales, le local, le commun, la commune, là où il y a du commun. Et c'est là que l'on peut faire, à mon avis, retrouver confiance dans la capacité que l'indignation ne soit pas vaine,
qu'elles produisent des actes qu'elles produisent. Mais j'en termine sur ce que je voulais dire sur le bouc émissaire. Parce que sinon, il va faire nuit. Le bouc émissaire, c'est qu'on